Très bien, merci. Bonsoir. Euh, Nous sommes très très heureux de vous retrouver après une interruption quand même assez longue des staffs, même si ce n'est qu'en virtuel, c'est quand même en virtuel et donc j'espère que les staffs vont reprendre de façon régulière et qu'on va avoir le plaisir de se retrouver autour des cas cliniques au moins une fois par mois. Donc je vous souhaite à vous tous la bienvenue. Je vous remercie d'être venus. Et je passe tout de suite la parole euh, aux modérateurs qui vont, je suis sûre, surveiller que tout se passe bien, veiller que vous répondiez aux questions et que ce soit aussi interactif que d'habitude. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, Madame Hamzaoui. Donc, Garouche. Donc, Bonsoir. bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je remercie tous les organisateurs et les membres de la STMRA de m'avoir invité et sollicité pour participer à côté de mes maîtres, Dr Dafous et Dr Garouche, pour modérer ce premier staff interservice de cas cliniques interactifs qui se rapporte à une pathologie émergente et grave qui donc le Covid, une pathologie d'actualité. Sidafous, est-ce qu'il nous entend? Donc, dans le programme de ce premier staff, et sans tarder, nous avons 3 cas cliniques qui seront présentés par 3 jeunes résidentes successivement du palier B. Donc, ce premier cas sera présenté par Dr Lynn Kabi. Le deuxième cas clinique sera présenté par Dr Amal Saïdeni de l'équipe du service de pneumologie de Sfax. Et le troisième cas clinique sera présenté par la jeune résidente Dr Aleni Mokni du service de pneumologie du CHU Farhat Hached Sousa. Donc, je cède la parole donc, à Dr Lynn Kabi. Lynn. Bonsoir. Donc, bonsoir pour présenter le premier cas clinique. À vous la parole. D'accord. Donc, bonsoir à tous. On va enchaîner avec le premier cas clinique. Je vais tout de suite partager mon écran et on va commencer. Donc, il s'agit d'un homme âgé de 80 ans qui est tabagique à 80 paquets années, sevré depuis 10 ans et qui nous a consulté pour une dyspnée fébrile. Comme antécédent, c'est un hypertendu. Il a un diabète de type 2 sous insuline et c'est un BPCO. Comme traitement de fond, il a de l'amlodipine, de la metformine, de l'insuline semi-lente, du formoterol et du salbutamol si gêne respiratoire. Donc, l'histoire de la maladie remonte au 7 octobre 2020, quand le patient nous a consulté il a consulté aux urgences pour une dyspnée d'aggravation progressive avec fièvre et myalgie. Une première PCR a été faite aux urgences le 11 octobre 2020 vu le contexte épidémique. Cette première PCR était négative. Donc, le patient a été traité comme exacerbation de BPCO. Il a bénéficié d'aérosols de bêta-2 mimétiques, de corticoïdes, et il a été mis sous antibiothérapie. Il reconsulte donc 4 jours plus tard pour persistance de sa symptomatologie. On a décidé de refaire la PCR et cette fois-ci, elle est positive. Donc, première question, on va lancer le premier sondage. Quels sont les facteurs de gravité clinique à rechercher chez ce patient? Je ne sais pas si la question apparaît ou pas encore.
Je vois que la question apparaît. Vous avez 30 secondes pour répondre à cette question et soumettre votre réponse. Est-ce que tout le monde a répondu à la question? On peut passer? On va passer à la réponse. Voilà. Donc, chez notre patient, l'examen à l'admission a objectivé donc un patient en léger surpoids avec un IMC à 27. Il n'avait pas effectivement de trouble de la vigilance. Il était fébrile à 38,8 avec une glycémie au doigt élevée à 4 grammes, une fréquence respiratoire à 27 cycles par minute et une saturation à 84% à l'air ambiant. Il était en détresse respiratoire aiguë. Par ailleurs, son état hémodynamique il était stable en dehors d'une petite tachycardie à 95. Voici son ECG. On retrouve une tachycardie sinusale à 100 battements par minute, une déviation axiale gauche avec une onde de P qui est assez ample et des ondes de T négatives en antérieur. Donc, deuxième question concernant ce patient, quel est le bilan biologique qu'on va demander en première intention? Voici donc les réponses. Je vois que la majorité des personnes a répondu par oui à la première question et à la première proposition, pardon, et à la dernière proposition qui est la gazométrie artérielle. On va passer aux réponses et voir ce qui a été fait chez notre patient. Donc, voici le bilan de notre patient. La NFS objective une anémie à 7,9 g par décilitre. Il n'a pas d'hyperleucocytose. Il a une petite lymphopénie à 1430. Par ailleurs, il a aussi des D-dimères élevés à 3990. Son ionogramme et sa fonction rénale sont corrects. Il a une hyperglycémie à 21,15 mV. On a pratiqué une gazométrie chez ce patient. Cette gazométrie a été faite aux urgences devant la détresse respiratoire aiguë, mais l'examen, donc, en tant que tel, n'est pas obligatoire dans la prise en charge du Covid. C'est surtout chez les patients chez qui on suspecte une hypercapnie ou on recherche une acidose métabolique, soit d'origine rénale ou lors d'une acidocétose diabétique ou autre, particulièrement s'il y a des troubles de la conscience associés. Donc, les autres examens biologiques qu'on a pratiqués chez ce patient étaient tous sans anomalie, en particulier les troponines, devant aussi l'aspect ECG que présente le patient. Donc, la question suivante est: quel examen radiologique proposez-vous chez ce patient? Donc, devant l'âge du patient, le tableau de détresse respiratoire aiguë dans un contexte de Covid associé à des D-dimères élevés à la biologie et des signes
électrocardiographique de souffrance du cœur droit, on a décidé de faire un angioscanner thoracique aux patients. Donc, effectivement, la majorité des personnes ont répondu oui à la réponse au angioscanner thoracique. Et on va voir les images de l'angioscanner. Voici ce qu'a objectivé l'angioscanner chez notre patient. On retrouve ici une thrombose complète de l'artère lobaire moyenne associée à une thrombose des segmentaires de la lobaire supérieure droite ainsi que de la lobaire supérieure ainsi que de la lobaire inférieure droite. À gauche aussi, on retrouve une thrombose complète du segment caudal de la lingula, de la branche lingulaire. On voit ici les fenêtres parenchymateuses. On retrouve l'emphysème au niveau des apex. Il est à se rappeler que ce patient est un PPCO. On retrouve ici des condensations, surtout en sous-pleural, et quelques aspects de verre dépoli. C'est surtout les lésions condensantes plutôt que du verre dépoli. Ici, on note aussi un infarctus parenchymateux. Donc, question suivante. Quels sont les facteurs de mauvais pronostic chez ce patient? Donc, on passe à la réponse. Donc, la majorité des personnes ici présentes a répondu oui au diabète déséquilibré, le taux de dédimère élevé et l'atteinte bilatérale au scanner. Et c'est effectivement les critères de mauvais pronostic que présente votre patient. Et quelle sera donc votre prescription? On passe à la question, pardon. On va voir maintenant la prescription qu'a reçue ce patient. Donc, je vois qu'il y a quand même 48% de personnes qui ont choisi l'azithromycine, de mettre le patient sous azithromycine. Il s'est avéré que ça n'a plus vraiment d'intérêt de mettre les patients sous azithromycine. Donc, anticoagulation curative avec relais précoce du 5-30, je suis d'accord. Donc, on va voir la prescription du patient. Donc, il a été mis sous oxygène à un débit de 6 litres par minute avec un objectif de saturation entre 94 et 96%. Il a reçu de l'HBPM à dose curative adaptée au poids avec un relais précoce par du Syntran, de la dexaméthasone 6 mg en une seule injection par jour. La protection est gastrique, bien sûr. Et on a gardé son traitement de fond avec ajustement des doses d'insuline en fonction de la glycémie. Et on l'a mis aussi quand même sous vitamine C et D, surtout pour les premiers jours. On passe à la question suivante. Donc, y a-t-il une place pour l'antibiothérapie chez ce patient? Ici, oui, laquelle? Quel antibiotique allez-vous choisir?
Donc, la majorité des personnes a répondu qu'il n'y avait pas d'indication à une antibiothérapie. Quelques personnes ont choisi de mettre le patient sous ceftriaxone. Il y a d'autres aussi qui ont choisi de mettre le patient sous amoxicilline et acide clavulanique et d'autres sous lévo. On va voir la réponse. En effet, il n'y a pas de place à l'antibiothérapie, surtout que les surinfections des pneumopathies à Covid sont vraiment très rares et ne surviennent pratiquement que dans un contexte nosocomial. Donc, on va voir maintenant l'évolution de notre patient. Au premier jour de son hospitalisation, ses besoins étaient de l'ordre de 6 litres d'oxygène pour avoir une saturation à 94-96%. Et on voit qu'au fil des jours, on arrive à diminuer peu à peu ses besoins en oxygène jusqu'à atteindre au 8e jour. Donc, le patient n'a plus besoin d'oxygène et il sature à 95% à sa sortie. On voit ici aussi l'évolution de la température. À son admission, il était fébrile à 38,8 et on arrive à avoir une apyrexie au bout de 3 jours et cette apyrexie est maintenue. Par contre, le problème qu'a posé ce malade, c'est les chiffres glycémiques assez élevés au début de son hospitalisation, probablement en rapport avec son infection Covid, mais au cours de son hospitalisation, c'est probablement l'effet de la dexaméthasone. Donc, il a toujours gardé des chiffres aux alentours de 2,5 et 4. Bien sûr, on a sollicité l'avis de nos confrères endocrinologues avant de rétablir ce petit problème. Donc, question suivante. Quelle sera votre ordonnance de sortie? Qu'est-ce que vous envisagez pour ce malade à long terme? Donc, on va voir ce qu'a reçu ce patient à sa sortie. Donc, il a effectivement été mis sous AVK pour 3 mois. En fait, le consensus concernant la durée de l'anticoagulation dans l'embolie pulmonaire chez les patients Covid positifs n'a pas été vraiment fixé. Pour le moment, c'est entre 3 et 6 mois et on va voir selon les cas. Donc, sinon, concernant les anticoagulants oraux, c'est aussi discutable que ce soit en phase aiguë, vu le risque hémorragique accru des anticoagulants oraux en phase aiguë. Et en phase tardive, c'est plutôt le problème que ce médicament n'a pas encore d'AMM dans l'embolie pulmonaire post-Covid, donc au cours du Covid plutôt. Donc, le patient a été mis sous AVK pour 3 mois initialement. On a gardé son traitement de fond et on va le revoir à la consultation externe post-Covid après 1 mois avec un INR et une INFS de contrôle afin de contrôler l'anémie qu'il avait au début. Entre-temps, le patient a été contacté par téléphone quotidiennement pendant 14 jours à la recherche de symptômes résiduels et d'éventuelles complications. Question suivante. Comment envisagez-vous sa prise en charge ultérieure? Une fois sorti du Covid, sorti de la phase aiguë, est-ce que vous allez le suivre? Est-ce que vous allez le perdre de vue? Est-ce qu'il est complètement guéri? On ne va pas le suivre.
Donc, je vois que presque tout le monde est d'accord qu'une consultation de contrôle après un mois s'impose. Et effectivement, c'est ce qu'on a fait et le patient a été revu à un mois. Il avait repris une activité normale. Il a quand même gardé une dyspnée d'effort stade 2. Il n'avait pas de saignement, pas de déglobulisation. Son NFS, à l'NFS, son anémie était plutôt en cours de correction. L'INR était dans la zone cible et on a prévu un rendez-vous dans 3 mois à la consultation externe post-Covid afin de l'évaluer encore plus à distance de l'épisode actuel. Donc, à 3 mois, il ne rapporte plus de dyspnée. Il n'a pas de saignement extériorisé ni de déglobulisation. L'INR était correct dans la zone cible. Il a pris du poids. Il a gagné quand même 5 kilos. Mais il faut se rappeler qu'initialement, c'était une forme sévère et qu'on a eu recours à l'oxygénothérapie. Donc, un scanner thoracique de contrôle avec une exploration fonctionnelle respiratoire s'impose. Et voici son scanner de contrôle. On voit qu'il garde encore ses lésions d'emphysème au niveau des apex. Les condensations ont pratiquement disparu. Il n'y a que quelques lignes de verre dépoli. Il n'y a presque plus de condensation. Voici son EFR qui objective un trouble ventilatoire obstructif qui n'est pas réversible avec une distension pulmonaire et c'est probablement en rapport avec sa BPCO déjà décrite auparavant. Sa DLCO est normale. Sa DLCO est normale, il n'a donc pas d'atteinte de la membrane alvéolo-capillaire. Et voici son test de marche. On voit qu'avant le test, il sature à 98% et qu'à la fin du test, il désature quand même un petit peu. Et 10 minutes après le test, retour à une fonction respiratoire normale. Donc, on voit que notre patient s'est bien rétabli. On continue quand même à traiter son embolie, mais sur le plan respiratoire, il va beaucoup mieux et il est content. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, je suis là pour répondre. Je vais arrêter le partage de ma vidéo, peut-être, de la présentation. Je pense que, si vous permettez, pour le Centran, chez un sujet âgé à 80 ans, il y a un risque hémorragique important. Et l'alternative des AOD est une alternative à discuter, surtout que l'embolie est confirmée. La dose curative, c'est une alternative, d'autant plus qu'il n'y a pas de contrôle, etc. Donc, moi, je pense que le Centran est une alternative intéressante, l'usage des AOD, surtout qu'ils sont plus faciles pour la prise quotidienne, il n'y a pas de contrôle biologique, mais bon, ça reste un médicament sans AMM. Bonsoir. Bonsoir, merci Eline pour ta présentation. Bonsoir mes chers maîtres, mes chers collègues. Oui, c'est vrai, il s'agissait d'un patient de 80 ans avec le risque hémorragique, donc qui est quand même existant même avec les anticoagulants oraux directs. Il n'est pas en dehors, on a pris des complications hémorragiques, mais devant l'embolie et l'insuffisance respiratoire, on était obligé de mettre un traitement anticoagulant. Peut-être pour la durée du traitement, on va prévoir 3 mois et après on va surveiller devant l'âge et on ne va pas poursuivre. Mais pour le problème des anticoagulants oraux directs, ils ont aussi un risque hémorragique et on n'a pas assez de recul pour les complications thromboemboliques du Covid. S'il y a d'autres questions.
Je pose une question. Ça aussi. Il y a une Kérouz. question. Oui. Je m'excuse. Il y a une question Kérouz, écrite Oui, oui, bien qui n'a sûr. pas oui. été invitée. Hein? Oui, يا زهير. oui, نسمعوك سي جلول نسمع Oui, فيك. tu peux poser ta question. Tu peux poser la question. Bon, une question simple d'ailleurs. Vous avez dit pas de place à l'antibiothérapie. Et puis, je vois qu'à l'entrée, il était quand même fébrile pendant Oui. 2-3 jours. Oui, c'était le Covid. Il était fébrile à cause du Covid. Et maintenant, dans la majorité des études, c'est montré que le risque de surinfection bronchique pendant le Covid est minime en dehors des infections nosocomiales. D'ailleurs, pour la majorité de nos patients, on ne met pas d'antibiotiques. On réussit à avoir une apyrexie avec amélioration de la respiration. Donc, l'azithromycine n'a plus de place. Sincèrement, pour la majorité de nos patients, avec l'azithromycine déjà prise, mais Très bien. même chez ceux qui n'ont pas pris d'azithromycine, on n'a pas mis. Bon, ça n'a pas montré d'efficacité. En plus, il y a le risque de complications cardiaques. Bien. Sawsan Hantous voudrait prendre la parole. Est-ce qu'on peut lui donner Naam. Sawsan Hantous, elle veut prendre la parole à propos de cette question, je pense. Allez-y. Est-ce qu'on peut lui donner la parole, oui? Vous m'entendez là? Vous Oui. m'entendez? Oui. Alors, c'était juste une remarque en fait pour ce patient parce que je l'ai eu dans ma vacation et je me suis en fait j'ai essayé de voir s'il avait encore des emboles malgré le fait que c'était un scanner sans injection. Et quand j'ai mis en fait les deux images l'une en face de l'autre, il y a effectivement sans injection un aspect hétérogène des artères qui prouve que l'embolie, la thrombose est toujours là. Et donc pour revenir à la durée du traitement anticoagulant, parce que Sabrine en parlait tout à l'heure, est-ce que vous allez garder, vu les risques hémorragiques? Moi, j'ai même mis dans le compte rendu qu'il n'avait peut-être pas besoin de vérifier, parce que nous, ce qu'on fait, c'est un scanner à 3 mois, et s'il y a encore des lésions, on fait un scanner à 6 mois, qu'il n'avait pas besoin d'un contrôle scannographique pour les lésions parenchymateuses qui ont très bien évolué, mais j'avais recommandé un angioscanner à 6 mois parce qu'il a encore sa thrombose. Oui. Voilà par rapport à... C'est bien ça, hein, donc c'est bien. Oui, c'est bien ça. Voilà, je me rappelle, le 21, c'était ma vacation, donc je me rappelle bien de ce patient-là et c'est vrai que curieusement, on voyait bien exactement au même endroit où il y avait des thromboses sur l'angioscanner, une hypodensité marquée sur le scanner sans injection. Donc, Oui. pour la durée de l'anticoagulation, je pense qu'il faut la garder 6 mois et peut-être recommander peut-être un angioscanner avant de l'arrêter. Voilà. Effectivement, on a gardé le patient sous intrant et on prévoit de le garder encore pendant 6 mois. Voilà. Merci. Merci à vous pour votre intervention. Donc, je peux poser une question, Dr. Yengi? Oui, donc je vois les questions. Donc, Dr. Mtir Mrad, il demande est-ce qu'il y a un foyer parenchymateux basal droit et incitant à l'indication d'une antibiothérapie. Il y avait un foyer d'infarcissement, mais qui n'était pas infecté. Et le patient n'avait pas de clinique de surinfection bronchique. Donc, nous n'avons pas indiqué une antibiothérapie, malgré l'image radiologique. D'accord. Et Dr. Suisse, il demande est-ce qu'il y a un intérêt pour le dosage de la procalcitonie en aigu? Peut-être s'il y a une suspicion de clinique de surinfection bronchique bactérienne, peut-être. Mais pour nos patients qui évoluent favorablement, qui n'ont pas de signes cliniques de surinfection, on ne demande pas ce bilan. Surtout qu'à l'hôpital, tout est payé par l'hôpital. Non, mais et surtout qu'à la numération formule sanguine, au départ, il n'avait pas d'hyperleucocytose, je pense. Oui, il n'avait pas d'hyperleucocytose. Des patients. Oui, je pourrais juste compléter. Si Abdelhami, je peux compléter? Oui, bien sûr.
En fait, la procalcitonine dans le Covid n'a pas du tout prouvé d'intérêt. Qu'elle soit augmentée ou pas, ça n'est pas prédictif d'une infection bactérienne. Et donc, de même, l'hyperleucocytose, quand on a une augmentation des polynucléaires neutrophiles, c'est simplement le témoin d'une inflammation importante et ça n'est pas non plus un critère d'infection bactérienne. Donc, la recommandation, je pense, forte, c'est de ne pas mettre d'antibiotiques à moins d'avoir un doute et de faire des prélèvements qui seront positifs. Mais sur la très grande majorité de nos patients, on n'en a pas mis, on n'a pas eu de soucis. D'accord. Merci, madame. Donc, docteur Maalej, est-ce que vous avez une question à poser? En fait, c'est une réflexion, je voulais discuter avec vous, concernant ce patient particulièrement qui avait au départ une symptomatologie évocatrice de la COVID, c'est-à-dire myalgie, fièvre avec une dyspnée. Et même si la PCR était négative au départ, est-ce que ce n'était pas une indication à faire un scanner, vu que nous sommes dans ce contexte d'épidémie, vu que la symptomatologie était évocatrice? Peut-être un scanner fait donc, lors de la première consultation aux urgences aurait donné peut-être des éléments en faveur de la COVID et aurait donc indiqué de refaire la PCR chez ce patient et éviter cette aggravation rapide. Pas docteur Hantous, quel serait son avis sur ce point-là? Je pense que ça serait intéressant. Il aurait dû faire un scanner dès la première consultation. Docteur Hantous? Je crois qu'elle ne vous entend pas. Bien. On continue. Juste une dernière question donc, qui a été posée par plusieurs intervenants sur l'indication de la poursuite de la metformine avec l'insulinothérapie. Donc, chez nos patients, il était en SDRA, mais il n'était pas en acidose respiratoire. Donc, le risque de metformine, comme on le sait tous, c'est l'acidose métabolique, lactique. Donc, chez notre patient, devant le diabète équilibré, on a laissé la metformine. En plus, il y a quelques études qui ont montré qu'il y a un bénéfice sur la fonction respiratoire pour la metformine. Donc, on a préféré de garder et de surveiller le risque de survenue de l'acidose lactique. Il y a deux questions, si vous permettez, posées par Dr Maroufi. Pour même dans le traitement prophylactique ici de Covid, et surtout aussi que le malade avait une embolie pulmonaire. Une deuxième question sur l'intérêt à réaliser une spirométrie à distance pour les patients Covid. Docteur Mir, est-ce que vous pouvez répondre? Donc, pour la majorité des patients, comme ça est écrit dans la littérature, on a remarqué que plusieurs gardent une dyspnée d'effort, soit dans le cadre d'un syndrome post-Covid, soit qu'ils aient des pathologies respiratoires sous-jacentes. Donc, il est préférable de faire à 3 mois de la maladie une évaluation fonctionnelle respiratoire pour détecter soit une pathologie respiratoire sous-jacente qui est méconnue, soit pour voir s'il y a des séquelles par rapport à l'infection Covid, pour éventuellement, après cette évaluation fonctionnelle respiratoire, indiquer une réhabilitation respiratoire. Donc, je pense que la réponse est oui. Et pour Je me permets de vous rappeler le temps. Hein? Pour l'arrivée à la dernière réponse, est-ce qu'il y a une indication dans le cadre prophylactique? Parce que c'est une question importante. L'arrivée à Rixaban, est-ce qu'elle a l'AMM dans le traitement prophylactique? Non, elle n'a pas encore l'AMM dans le traitement prophylactique des complications thromboemboliques. Pour les patients hospitalisés, quand on le met à la sortie, on leur donne, comme l'indication de l'INEAS, de DHBPM si la fonction rénale le permet, pendant 14 jours à dose préventive.
Et pour les malades sévères, c'est 24 jours, c'est pas ça. Pour les malades sévères. Cigare rouge pour les malades sévères, pour le moment, c'est 21 jours à 24 jours. C'est 21 jours. Hein. Donc, Oui, docteur si j'ai Noura, la parole. Oui, docteur Yang. Docteur Noura Germazi demande s'il y a un intérêt au dosage des dédimères avant l'arrêt du traitement anticoagulant, c'est-à-dire dans le cadre de la surveillance du patient. Qui préside la séance? C'est fou, docteur. Est-ce que je suis visible ou là? Non. Non, si je ne vous vois pas. Bien. Vous mettez un peu l'ordinateur. On va passer à la deuxième, à la communication, au cas suivant, s'il vous plaît. Allô? Vous m'entendez? Oui, oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Agnès, comment vas-tu? Bon. Bonsoir Sijaloul, ça va bien. Il faudrait que vous baissiez un peu le couvercle de votre ordinateur pour qu'on voit votre visage. Je ne sais pas, c'est la faute à Zoé. Il ne veut pas. Il faut baisser un peu l'écran de votre ordinateur. Bien. On passe au cas suivant, s'il vous plaît. Bonsoir, chers tous. Je me présente. Je suis Amal Saïdani, résidente en pneumologie actuellement à l'hôpital Hedi Chakr. Je vais vous présenter ce jour un cas clinique réel qu'on a objectivé dans notre service. Je partage avec vous mon écran. Qu'est-ce qu'il y a? Allez-y, Amal. Est-ce que vous voyez ma diapositive? Oui. Okay. Oui. Je vous présente le cas d'une patiente âgée de 45 ans, sans antécédents, non tabagique. L'histoire de sa maladie remontait à 3 semaines avant son hospitalisation, marquée par l'apparition d'un syndrome grippal fébrile, associé à une toux productive avec des expectorations blanchâtres, une dyspnée d'aggravation progressive stade MMRC2. PCR Covid pratiqué le 2 novembre s'est révélé positif. Le 10 novembre, elle a été hospitalisée à notre service dans un tableau d'insuffisance respiratoire aiguë. À l'examen initial, la patiente était apéritique, polypnéique, avec une saturation à 87 à l'air ambiant, une tension à 16,9, une fréquence cardiaque à 125 battements par minute et n'avait pas de déficit neurologique. À la biologie, elle n'avait pas d'hyperleucocytose, une légère lymphopénie à 1350, une anémie quand même importante à 5,6 grammes par décilitre, hypochrome microcytaire, un taux de troponie négatif à 0, TP normal à 93, une fibrinogénémie normale et taux de dédimère malheureusement non faible. Une angio-TDM a été pratiquée et qui a infirmé le diagnostic d'embolie pulmonaire, mais qui a montré un aspect compatible avec une pneumonie COVID-19 avec une atteinte minime, soit estimée à moins de 10%. Devant la tachycardie importante et la discordance entre la dyspnée et l'atteinte minime au scanner thoracique, on a quand même complété par une échographie cardiaque et qui a mis en évidence l'apparition d'un épanchement péricardique de moyenne abondance sans signe de compression. Ainsi, notre conduite à tenir était de mettre la patiente sous oxygénothérapie, vitaminothérapie, HBPM à dose préventive,
aspégique vu l'épanchement péricardique et elle a été transfusée par 2 coulots globulaires. L'évolution. À J2 d'hospitalisation, la patiente a développé brutalement une déviation de la commissure labiale à gauche et un signe de cils de Souck positif à droite, comme le montre la photo. Je rappelle que le signe de cils de Souck, c'est lorsqu'on demande au patient de fermer les yeux fortement, l'œil du côté atteint n'arrive pas à se fermer complètement, mais aussi les cils de ce côté restent nettement mieux visibles. Par ailleurs, la patiente n'avait pas de dysarthrie, pas de trouble de l'oculomotricité et pas de déficit moteur ou sensitif. On portait ainsi le diagnostic de paralysie faciale périphérique. Alors, jusqu'à l'instant, quels sont les diagnostics qui peuvent être plausibles et responsables de ce tableau clinique? On lance le premier sondage, Madame Marie. Les réponses, je vois que sont divisées entre l'AVC ischémique, les thromboses veineuses cérébrales et paralysie faciale périphérique à frigorée. Alors, on va voir. En réalité, c'est que toutes ces réponses que vous voyez sont possibles. Un AVC ischémique ou un AVC hémorragique, c'est possible, malgré que généralement ça donne des paralysies faciales centrales, mais les paralysies faciales périphériques, c'est quand même possible. Les thromboses veineuses cérébrales, c'est possible puisque ça donne un tableau clinique assez varié et un déficit neurologique local a été décrit. Une paralysie faciale à frigorée, puisque c'est en général décrit dans le cadre des infections virales et on est dans ce contexte. Une encéphalopathie virale peut également donner un déficit neurologique local. Des perturbations métaboliques, notamment les hypercalcémies, les hypocalcémies, une hypoglycémie, malgré que ça donne plus fréquemment des troubles neurologiques généralisés, mais les troubles focaux ont été également décrits. Je continue l'examen clinique de notre patiente et elle était parfaitement consciente, elle n'avait pas de déficit sensitivo-moteur, elle n'avait pas de signe d'hypertension intracrânienne et sa glycémie était à 1,7 g par litre. Les examens paracliniques, le bilan métabolique était normal, scanner cérébral sans produit de contraste, c'était sans anomalie. Alors, au terme de ce bilan, selon vous, quels sont les diagnostics qui peuvent être éliminés? Deuxième sondage. Alors, la majorité a éliminé l'hypoglycémie, l'AVC hémorragique. OK. En réalité, on peut éliminer un AVC hémorragique vu que le scanner cérébral sans injection était normal, les perturbations métaboliques et l'hypoglycémie, mais un AVC ischémique ne peut pas être éliminé vu que le scanner est quand même précoce, les thromboses veineuses cérébrales non plus, les paralysies faciales périphériques à frigorée et les encéphalopathies virales. Pour mieux étayer le diagnostic étiologique, on a complété par une angio-TDM cérébrale. Et cette dernière a mis en évidence la présence d'un thrombus flottant du sinus sagittal supérieur.
On est donc dans le cadre d'une thrombose veineuse cérébrale. Notre conduite à tenir était de mettre la patiente sous anticoagulation curative par chevauchement HBPM et antivitamine K. On a prescrit des statines et des larmes artificielles. L'évolution de notre patiente a été marquée par la disparition de la paralysie faciale en 10 jours et régression de l'épanchement péricardique sous aspégique en 7 jours. Comme bilan étiologique, à l'anamnèse, il n'y avait pas de notion de prise de contraceptifs oraux. L'échographie des troncs supra-aortiques était sans anomalie, bilan lipidique de même normal, bilan immunologique négatif, bilan de thrombophilie également négatif. Au total, on est dans le cadre d'une thrombose veineuse cérébrale révélée par une paralysie faciale périphérique chez une patiente âgée de 45 ans sans antécédent, avec un bilan étiologique négatif, mais qui est associé à un contexte d'une infection par le SARS-CoV-2. En effet, si on parle des thromboses veineuses cérébrales, il s'agit des complications neurologiques rares, de l'ordre de 0,5% des accidents vasculaires cérébraux. En général, c'est les sinus sagittales supérieurs qui est la structure veineuse cérébrale la plus fréquemment impliquée, soit dans 60% des cas, suivie par les sinus latéraux, gauche puis droit. Il s'agit d'un événement neurologique grave, c'est pourquoi on s'intéresse ce jour, et il est associé à une mortalité de l'ordre de 4%. Toutefois, il faut savoir que l'effet du Covid sur l'incidence et la mortalité liées aux thromboses veineuses cérébrales reste encore à déterminer. Quant aux facteurs de risque des thromboses veineuses cérébrales, ça rejoint les facteurs de risque des maladies thromboemboliques en général. À savoir les maladies inflammatoires systémiques, les néoplasies, les troubles hématologiques, les thrombophilies, les infections de la tête et du cou, les infections du système nerveux central, l'anémie, et c'était le cas de notre patiente. Dernièrement, il faut savoir que de nombreuses infections virales ont été associées à des troubles de la coagulation. Avant d'entamer le mécanisme des thromboses veineuses cérébrales au cours des infections Covid, je vous lance le 3e sondage et je veux voir votre réponse. Alors, la majorité a opté pour la première proposition, c'est que le rage cytokinique observé au cours des réponses inflammatoires sévères induit un état d'hypercoagulation. C'est une réponse juste. La deuxième réponse concernant les anticorps antinucléaires responsables des thromboses, c'est une fausse réponse. La troisième réponse, c'est une minorité qui ont opté pour cette réponse, mais il s'agit vraiment d'une réponse juste. Il existe des anticorps antiphospholipides au cours du Covid qui seront responsables des thromboses et on va détailler ces mécanismes. La quatrième réponse parlait du tropisme pour le récepteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine 2 qui est présent sur l'endothélium des vaisseaux cérébraux et qui serait responsable des dysfonctions endothéliales. C'est une réponse juste aussi. Il existe en fait plusieurs mécanismes qui expliquent l'apparition des thromboses veineuses cérébrales au cours du Covid. Et on va citer les 4 principaux. Premièrement, l'orage cytokinique. L'orage cytokinique serait responsable de concentrations élevées de cytokines pro-inflammatoires qui vont supprimer à leur rôle les voies anticoagulantes et libérer donc des facteurs procoagulants. C'est le premier mécanisme. Le deuxième mécanisme, c'est qu'on a noté au cours de plusieurs infections Covid qu'elle s'y associe la positivité des anticorps antiphospholipides. Et on sait bien le rôle de ces anticorps dans l'apparition des thromboses. Troisièmement,
c'est que le virus SARS-CoV-2 a un tropisme pour le récepteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine 2 et qui serait responsable de lésions endothéliales. Et il faut savoir que les récepteurs de cette enzyme ne sont pas présents que sur les poumons. Ils sont présents sur plusieurs organes dans le cerveau. C'est pourquoi on peut assister à des thromboses localisées dans cet endroit. Quatrièmement, on a noté qu'il existe une similitude entre les facteurs de risque de l'infection par le COVID et ceux des maladies thromboemboliques, notamment le diabète et l'obésité. Certes, ce sont des facteurs de risque de l'infection par le COVID, mais ce sont aussi des facteurs de risque thromboemboliques. On va parler d'un syndrome nouvellement reconnu, c'est la coagulopathie associée au COVID. C'est un syndrome qui implique à la fois les systèmes veineux, artériels et microcirculatoires et qui s'y associe une dérégulation des anticoagulants naturels, entraînant des taux élevés de D-dimères fibrinogènes, un taux de prothrombine légèrement prolongé, une thrombopénie modérée et un dysfonctionnement plaquettaire avec une hyperactivation potentielle par cascade inflammatoire. Ces anomalies ont été déterminées au cours des essais cliniques par des thromboélastogrammes de sang total révélant des paramètres de coagulation accrus. Il faut savoir qu'il existe des particularités des thromboses veineuses cérébrales observées au cours des infections au COVID. C'est que l'incidence des thromboses veineuses cérébrales dans le COVID semble être environ 3 fois plus élevée que la population générale. L'âge moyen, il est relativement jeune et il concerne plutôt des patients en bonne santé apparente avec relativement peu de comorbidité. Il faut noter qu'il existe un polymorphisme clinique important. Ça peut varier d'un déficit neurologique local à des convulsions, à des signes d'hypertension intracrânienne, dont le signe le plus fréquent, c'est les céphalées. Et il faut donc savoir, un patient COVID qui a des céphalées, on ne peut pas dire qu'il s'agit plutôt de l'infection COVID seule. Des céphalées chez un patient COVID résistant au traitement médical doit nous faire pousser à chercher une cause sous-jacente. Il existe en fait une proportion significative des patients ayant une thrombose veineuse cérébrale qui ont présenté une sévérité légère à modérée de l'infection COVID, indiquant ainsi qu'un état d'hypercoagulabilité peut être présent même en cas d'infection légère. C'est pas l'apanage juste des infections sévères. On rappelle que la patiente avait une atteinte minime, moins que 10%. Il faut savoir en plus qu'il existe une corrélation positive entre le degré d'élévation des D-dimères et l'incidence des thromboses veineuses cérébrales et la gravité de la maladie. Donc, un taux de D-dimères élevé doit toujours être inquiétant. De plus, on a parlé auparavant de la positivité des anticorps antiphospholipides avec tous les types qui peuvent être présents au cours des infections COVID et peuvent être responsables d'apparition de thrombose. De plus, quant au pronostic, il nous semble que l'association COVID-19 et thrombose veineuse cérébrale a un pronostic beaucoup plus sombre que chaque condition individuellement. Dernièrement, étant donné les taux de mortalité plus élevés observés dans l'infection COVID, il peut y avoir une indication pour l'initiation précoce de l'anticoagulation chez les patients soupçonnés d'avoir une thrombose veineuse cérébrale. C'était une courte présentation et je vous remercie, chers maîtres, chers confrères, pour votre attention. Merci, Amel. Donc, Dr Sonia Amral, je demande, quant à la durée du traitement anticoagulant chez cette patiente, donc, je vais prendre la parole. Merci Amal pour la présentation. Concernant la durée de l'anticoagulation,
dans la littérature, il n'y a pas vraiment d'une durée fixe, mais donc les conduites à tenir, c'est de maintenir une anticoagulation entre 3 et 6 mois. Et il vaut mieux faire donc une imagerie de contrôle avant d'arrêter l'anticoagulation. Donc pour cette patiente, on opte de refaire donc l'angio-TDM thoracique. On va maintenir le traitement pour une durée minimale de 3 mois. Et donc, on a discuté même avec les radiologues et on opte pour faire une angio-TDM cérébrale avant d'arrêter le traitement anticoagulant. Donc, je voulais juste donner quelques chiffres. Donc, dans notre service de Covid, donc notre centre, donc on a hospitalisé presque 1000 patients. Donc, sur ces 1000 patients, donc on a eu 2 patients qui ont des AVC, qui ont présenté des AVC hémorragiques, presque 5 ou 6 patients qui ont présenté donc des AVC ischémiques et 3 patients qui ont présenté une thrombophlébite cérébrale. Donc, cette femme qui est âgée de 45 ans, un homme âgé de 47 ans et qui avait comme comorbidité une rectocolite hémorragique, l'RCH, et un autre jeune homme de 23 ans sans antécédent. Aussi, et donc on a remarqué que les signes cliniques disparaissent rapidement après la mise en route du traitement anticoagulant. Mais habituellement, et à ma connaissance, la survenue d'une thrombophlébite cérébrale est associée très souvent à une forme grave clinique de Covid. Est-ce que c'était le cas pour les autres patients de votre série? Non. Non. Donc, l'atteinte, pour les 3 patients, l'atteinte scanographique était minime à modérée. Donc, ce n'était pas des formes sévères. Même dans la littérature, ils disent que c'est plutôt des formes légères à modérées d'atteinte thoracique. Et la survenue de thrombose veineuse cérébrale était malgré l'anticoagulation préventive de ces patients? Oui. D'accord. Une question sur la place de l'IRM dans l'exploration, parce que vous dites que c'est fréquent et qu'une céphalée qui ne répond pas au traitement peut éventuellement, on peut suspecter ce type de thrombose. Est-ce que l'IRM n'est pas une exploration plus facile, oui, plus anodine? Oui, Pourquoi vous êtes passé à l'artério? Oui, donc l'IRM, c'est le gold standard dans l'examen des thrombophlébite cérébrales, mais dans notre hôpital, on n'a pas de circuit Covid pour l'IRM. Donc, c'est pour cela qu'on a fait une angio-TDM cérébrale. Une autre question sur la thrombolyse. Najla Bahloul pose la question sur la thrombolyse. Est-ce que c'est une indication? Oui, en fait, la thrombolyse, il y a une indication pour la thrombolyse, mais il ne faut pas donc retarder le démarrage de traitement. Donc, si la thrombolyse sera faite dans l'instant, ça sera le meilleur traitement. Sinon, il ne faut pas retarder donc le démarrage du traitement anticoagulant pour ne pas garder de séquelles. De une. De deux, la thrombolyse n'a pas montré une supériorité par rapport au traitement anticoagulant. Dans ce cas, il y a un risque d'échec de la thrombolyse. C'est tout. Donc, oui, elle est indiquée, mais elle ne doit pas retarder la prise en charge. S'il n'y a pas d'autres questions, on passe au troisième cas. Oui. Il y avait une question intéressante, si tu permets, Dr. Lingui. Il y a une question sur les statines. Il y a une question de Dr. Bouhawel. Elle a dit pourquoi les statines alors que le bilan lipidique était normal. C'est ça? Oui. Oui. Honnêtement, je n'ai pas de réponse. En fait, on a discuté le traitement avec les neurologues. C'était la conduite, c'est de mettre la patiente sous statine avec le traitement anticoagulant.
Donc, c'était peut-être le protocole donc, dans ce cas-là, tout simplement. Oui, oui, c'est le protocole. Voilà. Ok, merci. Il y a une autre question sur les antiépileptiques à titre préventif. Si Ben Slimane, est-ce que c'est une indication? En fait, concernant les antiépileptiques, ça dépend du tableau clinique. Par exemple, on a le patient qui avait une RCH, donc âgé de 47 ans, il a présenté un tableau de crise épileptique. Donc, on a mis le patient sous traitement antiépileptique curatif. Mais en tant que traitement préventif, non, il n'y a pas d'indication. Voilà, donc on peut passer à la dernière présentation. Ouais. Donc, on invite Amélie. Donc, merci, cher maître. Je me présente, résidente Émilie Mokni, service de pneumologie de Sousse. Je vais vous présenter un cas. Donc, je vais partager mon écran. Alors. Alors, donc, je vous présente un cas d'un monsieur âgé de 60 ans, retraité, ex-pilote d'hélicoptère. Il est non tabagique, il n'a pas d'exposition particulière. Dans ses antécédents, il a été hospitalisé à l'unité Covid en septembre 2020 pour prise en charge d'une IRA secondaire à une pneumonie Covid-19 ayant nécessité le transfert en réanimation et le recours à la ventilation mécanique pendant 5 jours, puis relais par VNI. Il a été mis sous traitement antibiotique, corticoïde et anticoagulant avec une nette amélioration clinique, ni sortant avec une saturation à l'air ambiant à 95%. À noter que notre patient n'a aucun antécédent respiratoire. Toutes les radiographies de thorax anciennes faites dans le cadre d'un bilan annuel demandé par son médecin de travail étaient normales. Donc, 3 mois après, notre patient consulte pour une dyspnée stade 2 MMRC depuis sa sortie du service de réanimation qui est d'aggravation progressive, notion de toux sèche persistante, pas de douleur thoracique et pas de fièvre. À l'examen clinique, notre patient était apéritique avec une température à 36,8, une fréquence respiratoire à 20 cycles par minute, il sature à l'air ambiant à 96%. À l'auscultation, on a des fins crépitants bilatéraux prédominants en bibasaux. Sur le plan hémodynamique, il avait une tension correcte à 12,7, une fréquence cardiaque à 86 battements par minute et le reste de l'examen était sans particularité. Donc, à ce stade, quelles sont vos hypothèses diagnostiques? Je lance le premier sondage. Donc, premièrement, l'embolie pulmonaire. Deuxièmement, la fibrose post-Covid ou bien les séquelles post-Covid, l'insuffisance cardiaque et l'anémie. Donc, la plupart des réponses vont dans la fibrose post-Covid. Donc, on a évoqué l'embolie pulmonaire, puisqu'on est dans le cadre d'un post-Covid sévère ayant nécessité le transfert et le séjour en réanimation. On a évoqué également la fibrose post-Covid. Donc, puisqu'on a des crépitants, une dyspnée, des crépitants, je m'excuse, on avait une dyspnée, des crépitants à l'auscultation, on a également une toux sèche, on évoque également l'insuffisance cardiaque devant la dyspnée et la toux sèche, et finalement l'anémie devant la dyspnée. Donc, pour les examens complémentaires à demander, on va demander un bilan biologique avec une numération de la formule sanguine, une CRP, des dimères, une gazométrie sanguine, une radiographie du thorax, une angio TDM thoracique et une écho cardiaque. Voilà les résultats. Donc, à l'NFS, on a une hémoglobine correcte à 13,5, des globules blancs à 6000 avec PNN à 3500 et des lymphocytes à 2000 et des plaquettes à 246 000 qui sont normaux. Une CRP à 4 négatif, un bilan rénal normal, des dédimères à 400,
À la gazométrie, on a un pH à 7,46, PO2 à 95, PCO2 à 33, bicarb à 24 et une saturation à 98%. Donc, à la radiographie du thorax, on a un syndrome interstitiel avec des fines réticulations qui prédominent en bibasal. On n'a pas de cardiomégalie, les cul-de-sac pleuraux sont libres. On ajoute TDM thoracique à la fenêtre donc, médiastinale, on élimine l'embolie pulmonaire. Pour la fenêtre parenchymateuse, on a une atteinte interstitielle diffuse avec des micronodules et un aspect en verre dépoli, un épitissement septal, un aspect de crazy paving et un aspect de fibrose avec rayon de miel. À l'ETT, on a une FEVG conservée à 65%, une bonne fonction VD, pas d'élévation des pressions de remplissage et pas d'HTAP. Donc, quel est à ce stade votre diagnostic le plus probable? Je lance le sondage. Donc, pour les résultats, on a 90% qui ont répondu la fibrose post-Covid. Donc, effectivement, la bonne réponse est on est dans le cadre de fibrose post-Covid. En fait, la prise en charge des séquelles respiratoires post-infection à SARS-CoV-2 a également fait l'objet d'un guide de la SPLF publié en novembre dernier. Celui-ci contient 17 propositions diagnostiques et thérapeutiques. La SPLF définit les séquelles respiratoires post-infection à SARS-CoV-2 par la persistance de la dyspnée 12 semaines après le J0 de l'infection. Donc, pour notre patient, on est à plus que 3 mois. Donc, on est dans le cadre de séquelles post-Covid. Pour l'embolie pulmonaire, donc, elle a été éliminée par l'angio-TDM. Et pour l'insuffisance cardiaque, l'écho était normal, l'hémoglobine elle est normale. Donc, la conduite à tenir. Quelle est votre conduite à tenir en première intention? Je lance le sondage, une plétismographie, DLCO, un test de marche de 6 minutes, une fibroscopie bronchique avec LPA ou un bilan immunologique. Donc, pour les résultats, on a 72% plétismographie, DLCO, effectivement, le test de marche de 6 minutes. Pour les bonnes réponses, donc, je reviens sur les recommandations de la SPLF. Pour les patients ayant des anomalies densitométriques qui ne s'améliorent pas, la SPLF recommande la réalisation d'une plétismographie, d'une DLCO, d'un test de marche de 6 minutes, d'une gazométrie sanguine, avec une endoscopie bronchique et LBA et un bilan immunologique. La SPLF recommande de discuter le dossier en réunion multidisciplinaire. Donc, pour notre patient, à la gazométrie, on a un pH à 7,46, une PO2 à 95, une PCO2 à 33, des picards à 24 et une saturation à 98. Le test de marche de 6 minutes était normal sans limitation. Pour la spirométrie, donc, on remarque qu'il n'y a pas de signe direct en faveur d'un déficit ventilatoire obstructif. En effet, le rapport VEMS sur CVF calculé à 0,85 qui est dans les normes. Cependant, il existe une tendance restrictive avec une baisse du VEMS et de la CVF qui sont respectivement donc à 59% et à 60%. L'endoscopie bronchique faite normale, l'LBA il est en cours et le bilan immunologique fait en cours. Donc, quelle est votre conduite thérapeutique? Je lance le sondage, une corticothérapie systémique, des anticoagulants, des antifibrotiques, une antibiothérapie ou bien la colchicine. Le sondage
S'il vous plaît, Marie. Donc, Donc, 64% ont répondu une corticothérapie systémique. Effectivement, donc à ce stade, les recommandations vont pour une corticothérapie systémique. La SPLF recommande une corticothérapie orale en absence de contre-indication à la dose de 0,5 mg par kilo par jour de prednisone pendant un mois, puis une diminution par palier de 10 mg. Elle recommande effectivement l'évaluation du patient à un mois du début du traitement et la réalisation à 3 mois d'une spirométrie avec une TDM de contrôle. Donc, pour conclure, la fibrose post-Covid est l'une des complications émergentes de la pneumonie Covid-19 et du SDRA, bien qu'il n'y ait actuellement aucune donnée clinique sur sa fréquence et son mécanisme. Certains auteurs estiment qu'elle est répandue chez environ un tiers des patients qui ont été hospitalisés pour Covid-19. Des études plus approfondies sont nécessaires pour enquêter sur cet événement et tester l'efficacité des médicaments déjà testés, tels que les antifibrotiques. Et je vous remercie pour votre attention. Merci Amine. Donc, docteur Maalj, Sonia vous demande pourquoi vous avez réalisé une fibroscopie bronchique avec lavage et un bilan immunologique si vous avez antérieurement des lésions sur la TD1. En fait, pour les nouvelles recommandations de la SPLF sur les séquelles respiratoires du post-Covid, si on a des images de fibrose pulmonaire, on va faire le bilan qu'on fait pour la fibrose pulmonaire. Donc, le bilan diagnostique qui est le bilan immunologique, l'endoscopie bronchique avec le LBA et la plétismographie, la DLCO et le test de marche de 6 minutes. Question. Donc, c'est un diagnostic d'élimination. Oui, oui, tu peux poser ta question. Yazouir. Oui, Sidjello, tu peux poser ta question. Ben, la corticothérapie systémique, est-ce que a donné des résultats? Est-ce qu'il y a un contrôle par la suite de l'amélioration du malade? سمعتني ولا؟ Non? Pour les corticoïdes. Est-ce qu'il y a un effet? Est-ce que ça a diminué la fibrose? Est-ce que ça a amélioré le malade? Donc, notre patient, il est en cours de suivi. On n'a pas encore de recul. D'accord. Bien. Donc, j'ai une question. Est-ce qu'il y a des facteurs prédictifs de la survenue d'une fibrose dans le post-Covid? Oui, plusieurs articles ont s'intéressé. Je peux répondre à Dr Darfous. Donc oui. pour les facteurs prédictifs de la fibrose, en fait, il y avait plusieurs articles qui sont intéressés à ce sujet. La littérature dit que les facteurs prédictifs de la fibrose étaient l'âge, le séjour en milieu de réanimation et surtout le recours à l'intubation. Effectivement, le tabagisme et l'alcoolisme chronique sont aussi des facteurs de la survenue de fibrose pulmonaire. Je peux répondre à docteur Darfous à propos de l'évolution des malades, parce que ce n'est pas le seul malade qu'on a actuellement comme atteinte interstitielle post-Covid. On a au moins une dizaine de malades et on a un recul assez bon d'à peu près de 2 ou 3 mois. Et on a vu que les lésions disparaissent progressivement au cours du temps
Bien sûr, le scanner doit être fait à 3 mois, mais on a une évolution intéressante dans le cadre de la disparition des signes cliniques et une nette amélioration de l'activité des malades. Et on a quelques malades où il y a une disparition totale, même des lésions pulmonaires à 3 mois. Donc, bien sûr, tous les malades, on n'a pas un recul assez très important, on n'a pas un nombre très important de malades, mais on a une bonne évolution pour les malades qu'on suit. Et la durée de cette corticothérapie? 3 mois. Il faut évaluer à 1 mois du point de vue clinique et à 3 mois du point de vue fonctionnel respiratoire et scanner. Très bien, merci beaucoup. Merci. Ça m'a fait plaisir de te voir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, si j'ai bien. J'ai une question qui m'a été transférée par mail et qui demande s'il y a une indication à une corticothérapie inhalée pour la toux post-Covid et quelle serait sa durée. Donc, chez les patients présentant une toux persistante après une infection Covid, il est proposé d'éliminer les causes classiques de toux, notamment les causes ORL, les reflux gastro-œsophagiens, les causes iatrogènes, et de rechercher une hyperréactivité bronchique par un test à la métacholine. Une fois une hyperréactivité bronchique est confirmée, il est proposé d'introduire un traitement de fond par corticothérapie inhalée selon les recommandations de prise en charge de l'asthme et de la PPCO. D'accord, merci. Bien. Il y a une question par le docteur Najjar. Est-ce qu'on peut prévoir la fibrose post-Covid? On peut prévoir la fibrose. Quels sont les facteurs de risque, en fait? C'est ça l'intitulé de la question. Donc, oui. Les facteurs de risque dans la littérature étaient l'âge avancé, le séjour en réanimation avec le recours à l'intubation, l'alcoolisme et le tabagisme. Et l'étendue des lésions au départ. Et l'étendue. Donc, une question sur la place de la colchicine dans la prise en charge de la fibrose post-Covid. Est-ce que vous avez documenté sur cette molécule? Donc, je n'ai pas lu d'article qui parle de la colchicine dans le post-Covid. J'aurais reçu demande s'il y a une régression spontanée, s'il y a possibilité de régression spontanée des lésions de fibrose post-Covid sans intervention médicamenteuse. C'est difficile de répondre. C'est pas éthique de laisser des malades avec une fibrose sans. On ne peut pas faire de cas témoins. On ne peut pas laisser un malade sans traitement. Ce sont des malades anxieux, demandeurs de soins. Et la littérature actuellement, dans le monde entier, on s'intéresse à ce post-Covid, particulièrement à la fibrose, qui intéresse au moins le tiers des patients. C'est énorme. Et moi, je pense qu'on peut mettre à l'échelle, comme dans les pays, à l'échelle tunisienne, éventuellement un sorte de protocole pour évaluer et surveiller ces malades. Mais moi, je pense qu'on peut pas laisser ces malades sans traitement. D'autant plus qu'on a des résultats. On a actuellement un recul avec certains malades avec un excellent résultat. Est-ce qu'il est lié au traitement ou est-ce qu'il est lié à la disparition spontanée? Moi, je ne peux pas ne pas mettre les malades sous traitement. Docteur Garouche, en fait, je vous pose cette question parce que j'avais prescrit chez une patiente en traitement corticoïde. Elle est revenue me voir un mois après. J'étais content que ces lésions ont disparu, mais quand je me suis rendu compte que la personne n'a pas pris son traitement corticoïde. Et les lésions ont régressé spontanément. C'est pour ça que je vous pose la question.
C'est possible. Mais vous l'avez mis quand même sous traitement. Oui, oui, tout à fait. J'ai vu la publication que vous avez mise sur Facebook hier. Vous avez vu l'intérêt de cette pathologie à l'échelle internationale. Tout le monde s'y intéresse. Il y a même une proposition de mettre les malades sous antifibrotiques alors qu'on n'a pas ces médicaments actuellement en Tunisie. Je pense que c'est une pathologie qui va s'imposer et prendre de l'ampleur et qu'il faut s'y intéresser. Et on a le temps. On a le temps, d'ici peut-être un an, on peut évaluer. Mais à l'échelle éthique, est-ce qu'on peut ne pas mettre un malade sous traitement? Moi, je ne peux pas. Oui. Je voudrais... Madame Hamdi, est-ce que je peux donner mon avis? Attends. Oui, bien sûr, madame. Je voudrais juste dire que autant il est clair qu'il faut qu'on fasse des essais cliniques pour voir ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut mettre des corticoïdes? Est-ce qu'il ne faut pas en mettre? Est-ce que ça change l'évolution? Je voudrais juste rapporter deux observations de patients qui ont été mis après leur sortie sous corticoïdes parce qu'ils étaient essoufflés, particulièrement une personne. Et ils ont été mis par leur médecin traitant, donc pas par nous, très précocement, peut-être une semaine ou 2 semaines après leur sortie. Et ils sont revenus, il y en a un qui est revenu, il avait embolisé alors qu'il était sous traitement préventif et il était de nouveau positif. Le problème de la corticothérapie prolongée, donc quand on la met précocement, j'ai des patients dont on ne sait pas du tout s'ils ont éliminé le virus, c'est qu'on risque de favoriser la persistance du virus à bas bruit dans l'organisme. Enfin, c'est une des hypothèses qui fait qu'on se pose la question sur la prolongation de la corticothérapie. Donc peut-être que autant à 3 mois, ça peut, sur le plan théorique, c'est tout à fait envisageable, mais les protocoles sont sur des corticothérapies courtes, comme si c'était une pince finalement, et voir si ça marche, puisque personne ne sait si ça marche ou pas. Mais la mettre très précocement parce que les patients sont gênés, ça pose un problème infectieux et nous, ça nous a interpellés, ça. Oui, d'ailleurs, il y a une question de Dr Sahnoun qui dit comment est-ce qu'il y a une possibilité, y a-t-il un traitement utilisé pour prévenir, d'autant plus que ça intéresse le tiers des cas de Covid dans la littérature, ces lésions pulmonaires. Est-ce qu'on peut les mettre sous traitement préventif? Ça pose aussi une question éthique. Quand est-ce qu'on peut mettre un traitement corticoïde? À 3 mois, c'est vrai, l'indication elle est nécessaire. Moi, je pense qu'il faut les mettre. Mais ça serait intéressant qu'à l'échelle nationale, on peut rassembler tous ces malades et quelqu'un s'y intéresse et voir comment ils peuvent évoluer. Parce qu'on a des malades actuellement, nous hospitalisés, qui sont à 20 litres d'oxygène en post-Covid. En fibrose post-Covid à 20 litres d'oxygène. Donc, il y a une évolution qui est grave aussi. Karouche, si vous permettez. Oui, Sonia. Pour la prévention, effectivement, si on regarde toutes les recommandations, il n'y a pas un traitement préconisé pour prévenir la fibrose. Et on ne trouve pas cette indication de corticothérapie précoce. D'ailleurs, si vous avez assisté au CPLF dernièrement, il y avait une présentation sur le sujet. Effectivement, déjà, il faut voir donc les malades ce sont des malades qui restent vraiment essoufflés, trop gênés, peut-être demander un scanner avant 3 mois pour ce genre de malades qui sont vraiment très gênés, mais sinon c'est à 3 mois où vraiment si on trouve des lésions de fibrose, toujours confronté avec la clinique, donc on indiquera une corticothérapie, mais ça ne doit pas être de systématique. Je suis tout à fait d'accord. Il n'y a pas de traitement préventif. Je suis tout à fait d'accord. C'est un traitement curatif. Les malades qui doivent
consulter précocement et prendre en charge correctement dès le départ. Je pense que c'est le seul moyen peut-être pour prévenir. Voilà, c'est à agir convenablement et précocement. Voilà. Tout à fait d'accord. Enfin, il ne faut pas oublier qu'on est à l'aube d'une maladie nouvelle et qu'il est très difficile de répondre à des questions bien précises. Et chacun maintenant a sa petite expérience, etc. Comme dit Karouche, il faut peut-être faire un truc très général de tous les services et essayer de voir. Ah, il y a une autre question par un confrère, je crois que c'est Zoé. Est-ce que l'oxygène à haut débit peut favoriser la fibrose pulmonaire? Est-ce que possible? Je ne sais pas ce qui peut répondre. Qui a l'expérience des malades sortant de réanimation après un haut débit d'oxygène. Sfax, vous avez un nombre assez important de malades. Est-ce que vous avez des malades qui ont développé des fibroses pulmonaires après une oxygénothérapie à haut débit? On n'a pas encore démarré la consultation post-Covid, ni les scanners de contrôle post-Covid, mais certes, on va trouver un nombre important et donc on doit confirmer ça pour l'infirmier. C'est une pathologie en effervescence. Donc, une autre question sur la place ou est-ce que l'azithromycine peut être impliquée dans la genèse de la fibrose post-Covid? De même, est-ce qu'une corticothérapie d'emblée indiquée pour les formes légères pourrait favoriser la survenue d'une fibrose post-Covid? Et quand est-ce qu'on parle de fibrose post-Covid? La définition même donc, de cette nouvelle entité, donc il reste encore flou, je pense. À partir de quel délai on parle de fibrose post-Covid? Donc, pour le délai de fibrose post-Covid, il est à 12 semaines après le J0 de l'infection Covid. Oui, mais c'est une définition, c'est-à-dire qui est encore en évolution, elle n'est pas définitive, parce qu'on ne connaît pas l'évolution de ces malades. Et la fibrose, c'est quelque chose normalement de définitif, qui est irréversible. Alors qu'on voit, malgré un rayon de miel, des malades qui s'améliorent. Donc, les critères, peut-être qu'ils vont changer d'ici... moi, je pense que d'ici 6 mois, 1 an, on aura une idée claire sur l'évolution de ces malades, éventuellement le moyen d'exploration, le moyen de traitement, et éventuellement même les examens complémentaires qu'il faut faire, éventuellement le lavage. C'est vrai que le lavage est un peu excessif. C'est vrai que les recommandations de la SPLF actuellement sont peut-être théoriques. Et on fait ce qu'on peut, de toute façon. Bien. S'il y a plus de questions. Donc, une question sur le rôle des antihistaminiques et de la famotidine, donc éprouvée, mais pourquoi on ne le prescrit pas pour atténuer le phénomène de l'orage cytokinique et par conséquent les lésions de fibrose? Donc, c'est une question qui a été donc, demandée par un confrère. Y a-t-il une place des antihistaminiques? Donc, d'après les recommandations de la SPLF, il ne parle pas de ces deux molécules pour le traitement de la fibrose. Par contre, il parle des antifibrotiques, donc, comme vous l'avez bien signalé, qui ne sont pas disponibles en Tunisie et qui insistent à faire entrer les malades dans des essais thérapeutiques pour les antifibrotiques. Vous permettez, Dr. Ying, un petit un complément à votre réponse, effectivement, pour les antifibrotiques,
D'ailleurs, ne sont pas indiqués d'emblée. Hein. Les recommandations, c'est démarrer par une psychothérapie. Si échec, on passera aux antifibrotiques. En Tunisie, on aura, bon, ça va venir très prochainement, normalement. Enfin, ils ne vont pas tarder puisqu'on a un antifibrotique déjà qui a eu l'AMM Fitoun, c'est qu'il sera présent, mais bon, pas dans l'immédiat, tout simplement d'ici quelques mois, 2-3 mois peut-être. Il y a une autre question de Dr Sabline à propos de la réhabilitation. Alors, je ne sais pas, certainement, elle a une place assez importante, mais je ne sais pas quels sont les moyens à Sfax ou à Tunis. Nous, à Sousse, on n'a pas les moyens de faire ça. Mais bien sûr, c'est un excellent moyen thérapeutique ou même éducationnel pour récupérer les malades après la sortie. Juste, je peux ajouter une chose, Dr Garoucha? Oui. Pour la réhabilitation, ce qu'on conseille à nos patients, c'est de faire des activités physiques adaptées à leur âge et à leur part associée. Même une petite marche dans leur couloir à la maison, ils peuvent le faire. Et ce qu'on a remarqué, c'est que les patients qui reprennent leur activité précocement, ce sont eux qui gardent au moins cette sensation de dyspnée à 3 mois. C'est juste une remarque. Oui, c'est la réhabilitation des pauvres, comme on fait tout le monde. Mais la réhabilitation technique, comme elle doit être faite dans des centres spécialisés, particulièrement des malades qui restent beaucoup de temps en réanimation et qui font une fente musculaire ou même des lésions importantes, je pense que ça serait bien d'avoir un centre à Tunis ou à Sfax ou à Sousse, même un centre national. À Sfax, on n'a pas encore un centre de réhabilitation, mais c'est Dr Fqi Walid qui est en train de préparer ça. Donc, pour les malades actuellement hospitalisés pour Covid et donc qui ont traîné ou qui ont resté dépendants de l'oxygène, donc on conseille de faire on a remarqué qu'ils ont une fente musculaire importante, donc on conseille de faire une activité physique minimale et surtout un régime hyperprotidique. Absolument, c'est une excellente initiative. Je pense que l'après-Covid sera totalement différent et notre vue et notre comportement pour les malades sera totalement différent. Et il y a beaucoup de choses à faire pour les malades et l'évolution de cette pathologie qui laisse énormément de séquelles. D'ailleurs, les cardiologues en parlent, les neurologues en parlent, les psychiatres en parlent. C'est un domaine énorme et je pense que la prise en charge, elle est totalement différente et il y aura une demande énorme des malades dans tous les domaines. Si Jeloul, si vous voulez... Bien. Oui. Hein? Si vous voulez... oui, on est dans les temps, je crois, on n'a pas dépassé. S'il n'y a plus de questions, ben d'abord, je me réjouis de l'honneur et du plaisir de modérer cette séance avec mon ami Garouche. Dommage qu'il y a eu les incidents techniques à la Galeb. Je tiens à remercier et à féliciter les résidents qui vont présenter ces cas cliniques parce que, comme étant un petit peu loin de cette clinique, je me sens un petit peu imbibé, ça me remet un petit peu dans le bain. Je remercie beaucoup tout le monde et au prochain staff interservice, je félicite Zouhir qui a pu organiser, mais sauf qu'il n'a pas pu arranger ma situation. Et je vous dis bonsoir et à la prochaine. Et surtout, soyez vigilants et prenez soin de vous. Aussi remercier les laboratoires Chiesi qui nous ont soutenus pour cet événement. Absolument, absolument, c'est bien. OK. Voilà, merci à tout le monde et au revoir au prochain staff. Merci. Merci à l'équipe technique. Bonne soirée. Merci.